Bienvenue dans cette formation consacrée à Hostinger et WordPress pour maîtriser Hostinger sur le bout des doigts. Je vais vous accompagner sur l'interface, le tableau de bord Hostinger, comment est-ce qu'on paramètre WordPress, tous les petits réglages où vous ne savez pas trop à quoi ça correspondait, à quoi ça correspond, pardon. On va les voir ensemble. Le but de cette vidéo, c'est de vous accompagner sur l'hébergement que moi je recommande quasiment à tout le monde tout le temps. C'est le premier hébergeur que je recommande dès qu'on me demande quel hébergement pour un site WordPress. Et donc du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer justement comment vous pouvez faire tout un tas de choses, améliorer la vitesse de votre site, créer des sous-domaines, ajouter plus de sites dans un seul hébergement. Je vais vous accompagner sur toutes ces questions. Comme ça, vous aurez une vidéo, un tuto, une formation de référence sur Hostinger, puisque je vous le recommande tout le temps. Si on devait aborder rapidement la question de pourquoi Hostinger et pas un autre hébergeur, est-ce que Hostinger est vraiment le meilleur hébergement WordPress? Bon, évidemment, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de meilleur hébergement WordPress, hein, vous vous en doutez déjà. Moi, c'est avant tout ce que moi je recommande le plus souvent parce que je trouve que c'était le compromis parfait de mon expérience, donc de mon vécu et pas du vécu de quelqu'un d'autre, entre la facilité d'utilisation, la vitesse du site, le prix. Je trouvais que c'était le parfait compromis entre tout ça. Donc moi, je recommande Hostinger. Maintenant, bien sûr, il y a plein d'autres hébergeurs qui sont très recommandable. En France, on aime beaucoup aussi recommander ODeSwitch. J'ai mes raisons pour lesquelles je préfère recommander Hostinger à ODeSwitch. Je pense que Hostinger, pour quelqu'un qui démarre et qui crée son premier site WordPress, c'est autrement plus simple à comprendre et à maîtriser que ODeSwitch, puisque ODeSwitch utilise cPanel et cPanel, je ne trouve pas que ce soit forcément tant que ça un logiciel très intuitif. Donc non, ce n'est pas forcément le meilleur hébergement WordPress, c'est juste un très très bon hébergement WordPress et je vais vous en faire la démonstration de A à Z dans cette vidéo. Cela dit, maintenant on va se rendre directement, on va attaquer ce tutoriel. Vous allez vous rendre sur hostinger.fr. Donc vous avez évidemment un lien dans la description de la vidéo. Probablement que si vous suivez ce tutoriel, vous avez déjà un site sur WordPress, donc connectez-vous simplement à votre compte sur Hostinger. Mais si jamais ce n'est pas le cas, dans ce cas, vous avez un lien sous la vidéo. C'est un lien qui est affilié. Merci d'avance, du coup, si vous passez par ce lien, je toucherai une commission. Et sinon, dans ce cas, rendez-vous un petit peu plus tard dans la vidéo si vous avez déjà un site sur Hostinger. Là, dans un premier temps, je vais regarder, donc on va choisir un hébergement. On va regarder la disponibilité d'un nom de domaine. On va faire toutes ces choses-là qu'on a déjà faites plein de fois sur cette chaîne. Mais là, le but de cette vidéo, c'était d'être vraiment complète. Donc, hostinger.fr. J'insiste sur le .fr parce que vous avez le .com. Donc, quand vous vous connecterez à votre espace, vous aurez le choix entre .fr et .com. Et peut-être que de temps en temps, sans vous en rendre compte, vous allez passer par le .com. Si c'est le cas, vous risquez d'être un petit peu perdu ou de ne pas comprendre. Il y a peut-être des choses qui auront bougé dans l'interface. Peut-être que ce sera écrit en anglais, etc. Donc veillez bien à être sur le .fr. Vous avez juste ici l'option évidemment pour passer dans la langue de votre choix. Donc quand vous êtes ici, la première chose à faire quand vous choisissez un hébergement, c'est d'abord de vérifier, si ce n'est pas déjà fait, la disponibilité de votre nom de domaine pour votre projet. Donc vous vous rendez dans le domaine et vous vous rendez dans le vérificateur de domaine ici. Comme ça, vous allez pouvoir vérifier la disponibilité de un ou plusieurs noms de domaine. Vous avez le droit d'acheter plusieurs noms de domaine évidemment. Donc vous tapez le nom de votre choix ici et vous vérifiez la disponibilité. Par exemple en .fr ou en .com. Une fois que j'ai tapé un nom de domaine en .fr par exemple, je fais rechercher et moi je sais déjà que ce nom de domaine est disponible. J'avais fait une recherche au préalable. Vous avez ensuite le tarif par an. Donc quand vous regardez ici au niveau des prix, faites attention au prix barré parce que du coup, le prix que vous voyez ici, ça va être vraisemblablement le prix pour la première année. Donc certaines extensions, donc point quelque chose, sont moins chères a priori, mais en fait elles peuvent être plus chères ensuite à partir du premier renouvellement, donc l'année suivante. Donc vérifiez les prix barrés juste ici. Les noms de domaine les plus courants .fr ou .com ne sont pas chers, ils coûtent toujours 10, 11, 12 euros. Donc là j'ai le .fr, 8 euros par an, et sinon le .com, là 8 euros, et puis c'est bien 12 euros par an. Donc vous pouvez en ajouter plusieurs à votre panier pour garder plusieurs noms de domaine de côté, et notamment pour éviter que certains achètent le nom de domaine de votre projet ou de votre entreprise, donc par exemple en .com, en .net ou autre. Donc là ici, je vais ajouter simplement celui que je voulais au panier, le .fr. Et je ne vais pas en ajouter d'autres au panier simplement parce que je suis dans une démonstration, donc vous pouvez cliquer sur ajouter au panier bien sûr. Donc ensuite, une fois que vous avez un ou plusieurs noms de domaine, vous allez devoir acheter un hébergement. Donc sur Hostinger, ils ont des hébergements qui sont spécialisés WordPress. Spécialisé WordPress veut simplement dire qu'il y a des petits ajustements serveurs et systèmes qui sont propres au bon fonctionnement et à l'optimisation de WordPress. Et donc ils ont une offre, un package qui est exprès pour WordPress. Donc pour ça,
On va donc pas cliquer sur sélectionner un plan d'hébergement. On va directement aller ici dans hébergement, hébergement WordPress et ajouter l'hébergement de notre choix au panier. Donc, probablement que je prendrai le temps de faire une vidéo pour expliquer en détail les différents types d'hébergements qui existent sur Internet, mutualisé, cloud, serveur dédié, etc. Là, comme c'est un sujet à part entière où je devrais prendre le temps d'avoir des petites présentations avec des schémas, des choses comme ça, je préfère passer assez vite. Là, on va juste choisir l'hébergement le plus courant quand on arrive dans Hostinger. Ils ont une offre qu'ils ont mis en avant juste ici, WordPress Starter. Cette offre conviendra très très bien pour démarrer pour vous. Vous pourrez avoir un ou plusieurs sites WordPress tant que vos sites ne génèrent pas beaucoup de trafic. Il n'y a aucun problème à ça. Vous pouvez mettre plusieurs sites. Là, ils mettent 100 sites web. Faites attention tout de même. Si vous mettez 100 sites web mais que sur les 100 sites, vous avez du trafic et vous avez certains sites qui marchent bien, je pense que 100 sites web, ça commence à faire quand même beaucoup. Là, ces offres-ci, ce sont bien des offres d'hébergement dits mutualisés. Ça veut dire qu'en fait, vous avez des colocataires sur votre serveur, l'ordinateur qui est mis à votre disposition pour rendre votre site internet accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Eh bien, vous allez avoir des colocataires. Ce qui veut dire que s'il y en a un qui fait du bazar et qui fait n'importe quoi, eh bien, tout le monde trinque. C'est exactement comme une colocation. Donc, le principe de l'hébergement mutualisé, eh bien, c'est de partager un serveur et du coup, vous avez des offres qui sont beaucoup moins chères. Ce sont les offres les plus courantes sur Internet en entrée de gamme. C'est ce qu'on choisit souvent pour démarrer, y compris sur WordPress ou sur d'autres CMS, d'autres outils. Donc, on commence toujours avec du mutualisé. C'est très bien pour démarrer. Donc, ici, vous avez WordPress Starter. Vous avez WordPress à l'unité si vraiment vous êtes très serré niveau budget. Mais si vous êtes serré niveau budget, je vous recommande quand même WordPress Starter. Mais vous allez voir que vous avez plusieurs façons de payer. Donc, vous pouvez payer mensuellement ou une année ou plusieurs années d'avance. Et ça va changer vraiment ce que vous déboursez maintenant. Et c'est ça qui compte. Donc ici, 2,99 en fait, c'est uniquement si vous prépayez plusieurs années d'avance. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va cliquer sur ajouter au panier. Et donc dans cette offre-là, vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer. Vous pouvez créer plein de comptes mail pro avec votre nom de domaine. Donc contact@votrenomdedomaine.fr. Vous avez le petit HTTPS qui est bien gratuit et offert, ce fameux petit cadenas que vous avez juste ici. Et vous avez la possibilité de mettre plusieurs sites dedans. Vous avez bande passante illimitée. Alors en général, quand c'est écrit illimité quelque part, c'est le marketing lié aux hébergements. Ça ne peut pas être réellement illimité en fait, mais ça veut juste dire que si vous vous situez dans la moyenne, il n'y aura aucun problème. Globalement, vous pouvez avoir beaucoup de visiteurs. Là, il vous donne une indication de 25 000 visites mensuelles par exemple sur un site. Donc en fait, c'est un site qui marche déjà bien si vous arrivez à ça. Et par la suite, vous pourrez très facilement changer d'offre et scaler comme on dit, donc avoir une offre plus chère pour plus de ressources. Ça prendra 3 clics. Donc on va faire ici ajouter au panier. Quand vous arrivez ici, donc on a aperçu dans l'offre WordPress Starter, vous avez un nom de domaine qui est offert. Donc ici, le nom de domaine wordpressenfolie.fr, il m'est offert, c'est passé à 0 €. Et ensuite, vous voyez qu'ici, au niveau de l'hébergement, vous pouvez choisir 1 mois, 12 mois, 24, 48 mois. Donc, plus vous prépayez et moins ça vous coûte cher. En fait, 3 € par mois, oui, ça revient effectivement à 3 € par mois si vous payez 48 mois d'avance. Mais dans ce cas, vous êtes tranquille pendant longtemps. Donc, c'est tout l'intérêt de payer si peu cher à partir du moment où vous vous engagez sur assez longtemps. Donc 48 mois. Si vraiment vous êtes serré niveau budget, vous pouvez ne pas prépayer et payer simplement mensuellement. Dans ce cas, vous sélectionnez ici 1 mois. Par contre, dites-vous bien sûr que vous payez à la fin de l'année beaucoup plus cher votre hébergement que si vous avez prépayé. Mais du coup, vous ne payez que cette somme-là maintenant. Donc 1 mois, 12 mois, 24, c'est à vous de voir. Ici ensuite, vous avez protection Cloudflare inclus gratuitement. En temps normal, c'est payant. Donc je pense qu'il y a des offres qui vont et viennent en termes de marketing chez Hostinger. Ça, normalement, ça vous coûte 10 € une fois à vie. On reparlera de ce que c'est un petit peu plus tard, puisque je ne voulais pas en parler à ce stade de la vidéo. Et puis cette offre-là, c'est pas grave si vous ne la sélectionnez pas. Je vous expliquerai également en quoi ça consiste. Plus tard dans le tutoriel, vous pourrez en fait très facilement repayer et récupérer cette offre un petit peu plus tard. Donc une fois que vous êtes là et que vous avez sélectionné votre offre hébergement, que vous avez un ou plusieurs noms de domaine, vous pouvez acquérir plus de noms de domaine ici bien entendu. Ça ne nous intéresse pas du tout. Et puis tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est payer maintenant et on se retrouve de l'autre côté quand vous allez devoir installer WordPress en quelques clics. Donc étant nouveau client dans le cadre de cette démonstration, je viens de créer un compte client tout simplement et là je vais sélectionner ma méthode de paiement pour régler. Dernière chose très importante aussi, quand je vous ai dit, il y a un lien sous la description de la vidéo. Il n'y a pas seulement un lien, vous avez également un code promo qui m'est spécifique. Donc c'est je crois Alexis7. Vérifiez simplement dans la description de la vidéo, ça vous offrira
moins 7% sur votre offre. Donc vous allez payer un petit peu moins cher en utilisant ce code promo. Donc vérifiez le code exact dans la description de la vidéo. Voilà, donc là on arrive dans l'assistant d'installation. La première fois quand vous créez un compte et que vous achetez votre hébergement, votre nom de domaine, on va installer WordPress grâce à cet assistant très simplement. Donc là il m'appelle par mon nom de famille. On va faire commencer maintenant et on va regarder les différentes petits... Alors il n'y a pas trop de réglages à faire en fait. Là il va prendre quelques infos. Ici on va mettre je crée un site pour moi-même. Il s'agira, c'est pas très important tout ça, donc un business par exemple. D'ailleurs, je peux cliquer sur sauter juste ici. Donc moi, je vous invite carrément à sauter en fait. Voilà. Donc ici, vous allez créer un compte WordPress. Donc c'est vos identifiants pour accéder à votre site WordPress, puisque je rappelle que c'est deux interfaces différentes. Vous avez l'interface pour votre site WordPress et vous allez vous connecter dessus et créer et gérer votre site au quotidien via cette interface. Et puis vous avez ici le compte Hostinger pour gérer l'hébergement, le nom de domaine et deux, trois petits réglages techniques éventuellement. Mais le compte Hostinger, vous n'allez y aller que très rarement une fois que tout sera paramétré et tout sera en place. Donc ici, c'est justement là que vous allez rentrer mot de passe et adresse email pour l'accès à votre site pour le gérer au quotidien. Donc l'adresse mail, je vais laisser ça et je vais créer un mot de passe. Voilà, donc vous pouvez générer un mot de passe automatiquement en cliquant ici par exemple. Il faut que ce soit un mot de passe compliqué. Vous cliquez ensuite sur continuer. Ici, on va sauter, ça ne nous intéresse pas du tout. Donc sauter, je n'ai pas besoin d'un modèle. Et nommer votre site web. Donc vous avez le bon nom de domaine qui a été sélectionné. Si jamais vous en aviez plusieurs, vous sélectionnez le bon. Je vais cliquer sur sélectionner ici. Là, on descend et on remplit les informations. Donc, pays, ça va être la France, personnel ou entreprise, l'étape suivante. Et ici, vous allez entrer vos coordonnées de contact. Je mets ma date de naissance et on fait terminer l'enregistrement. Voilà, donc terminer l'enregistrement. Ici, dans finaliser la configuration, vous pouvez vérifier l'emplacement de votre serveur. C'est en gros l'emplacement de votre site web puisque votre site est sur ce serveur et au plus proche il est de vos visiteurs au quotidien, le mieux ce sera parce que votre site chargera plus rapidement et vos performances seront meilleures. Donc nous, là on est en France, l'emplacement de serveur Europe c'est parfait. Vous pouvez cliquer sur changer et vérifier d'autres emplacements de serveurs si jamais vous avez d'autres régions du monde pour cible. Voilà, donc j'ai cliqué sur terminer la configuration. Donc là, tout va se mettre en place tout seul et ils vont installer WordPress pour moi. Voilà, notre site est prêt ou presque. On va faire encore quelques réglages ensemble très rapides. Et vous avez donc la possibilité d'accéder tout de suite au tableau de bord WordPress ou le tableau de bord Hostinger, ce qui va nous intéresser du coup dans ce tutoriel. Donc je vais cliquer sur gérer le site ici, puis on va regarder un petit peu comment ça se présente. Donc nous voilà dans le tableau de bord Hostinger qu'on va prendre le temps de regarder dans le détail. Vous avez normalement quelques minutes de délai pour pouvoir accéder définitivement à votre site via votre nom de domaine. Si je clique juste ici, vous verrez que là dans le nom de domaine, il y a .preview-domaine.com. Donc là normalement d'ici quelques minutes, ce sera bon. Il y aura wpenfolie.fr qui sera accessible en HTTP. Et ensuite, on se chargera de mettre le petit cadenas et d'activer le certificat SSL. Dans le même temps, vous avez reçu dans vos emails une confirmation ici. Vous devez compléter votre inscription comme beaucoup de services sur Internet. Je vous invite évidemment à le faire, à confirmer votre email pour vraiment activer définitivement votre compte sur Hostinger. J'en profite pendant que ça se fait de mon côté. Il peut exister des cas de figure différents qui, je pense, dépendent des extensions. C'est-à-dire .fr, .com ou des extensions un petit peu plus exotiques. Donc au cas où ça vous arrive, au cas où votre nom de domaine n'est toujours pas actif, que vous voyez bien que ça n'avance pas, je vous donne deux, trois indications. La première chose, c'est regarder dans vos emails pour voir si vous n'avez pas reçu un email qui vous demande d'activer ou plutôt de terminer l'enregistrement du nom de domaine. Si vous recevez un mail comme ça, vous cliquez dessus et vous lancez la procédure, vous terminez l'enregistrement en faisant ce qu'il vous demande. Également, vous pouvez vous rendre dans le menu juste en haut, dans domaine, et vérifier que votre nom de domaine a bien pour statut actif. Vous pouvez cliquer dessus du coup, si jamais ce n'est pas le cas. Et du coup, terminer également ici. Vous aurez sans doute un appel à l'action pour faire quelque chose ici, quelque part, pour vous terminer du coup l'enregistrement du domaine. Ça peut arriver, je pense, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois. Ça peut dépendre des extensions point quelque chose, ou des fois c'est un petit peu plus, il y a des étapes supplémentaires. Là, en l'occurrence, du coup, je vais retourner là où j'étais. Donc, j'étais dans hébergement. Ici, on va reparler de toutes ces interfaces et tout ça, ne vous inquiétez pas. Je retourne juste là où j'étais. Et donc, on va attendre que ce soit bel et bien actif. Je vais cliquer pour voir. Ça ne l'est toujours pas. Ça y est, WordPress a été installé. Le nom de domaine a bien été enregistré. Donc, ça a dû prendre, je pense, une dizaine de minutes. Donc là, j'ai juste actualisé. Là, si je clique sur WP en folie,
J'ai mon site, mon installation et mon site donc en HTTP. Vous voyez que pour l'instant c'est en non sécurisé, donc on va s'en occuper tout de suite. Donc juste avant, première chose, quand vous êtes dans Hostinger, juste derrière moi, vous avez un chat et vous avez donc le support client d'Hostinger accessible via ce chat. C'est pas vraiment un live chat, vous n'allez pas les avoir en temps réel, en tout cas moi ça ne m'est jamais arrivé, mais vous allez les avoir dans des délais qui sont très 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 raisonnable. Moi en général, ils m'ont répondu toujours entre quelques minutes à, je pense que ça n'a jamais dépassé 1 heure. Donc on est sur un support client qui est très réactif et qui a toujours répondu à mes questions. Ça s'est toujours très bien passé. Donc si jamais vous avez le moindre problème ou la moindre question vis-à-vis d'Hostinger, utilisez ce petit chat en bas à droite. Ensuite, on va donc tout de suite survoler un petit peu le menu qui se trouve en haut et on prendra le temps de regarder évidemment tout ce qu'on a là sous les yeux. D'abord, petit tour d'horizon. Donc si je clique sur accueil, on va avoir donc l'accueil avec différents raccourcis vers des configs. Donc là, il y a Cloudflare qui était inclus gratuitement. Là, je trouve que j'étais au bon endroit au bon moment. En général, ça ne sera pas inclus. Le certificat SSL dont on va s'occuper dans moins de 5 minutes, l'hébergement et le nom de domaine. Donc ensuite, si je clique sur hébergement, vous allez avoir la liste de vos hébergements. Donc vous pouvez en acheter plusieurs, bien sûr. Si vous en achetez plusieurs, ça vous permet de séparer du coup complètement vos entités. Donc peut-être que vous avez un hébergement avec un ou plusieurs sites, un autre hébergement parce que c'est un projet différent, séparé, peut-être que c'est les projets de vos différents clients. Voilà, il y a pas mal de choses possibles. En tout cas, la liste de vos hébergements sera ici. Encore une fois, vous allez pouvoir mettre plusieurs sites sur un seul hébergement dans un premier temps. Si vous voulez faire ça, il n'y a pas de problème et je vais vous montrer comment le faire dans cette vidéo. Email. Ici, vous allez avoir la liste de vos plans email. Donc vous allez avoir par défaut là pour un hébergement un plan dans lequel vous allez avoir une centaine d'emails possibles. Vous pouvez créer jusqu'à 100 boîtes mail si vous voulez. Donc c'est bien suffisant. On va y revenir aussi quand on sera dans la partie email. La partie domaine ici, vous allez avoir la liste de vos noms de domaine, donc si vous en avez plusieurs notamment. Et comme vous pouvez le constater juste ici, vous avez quelques petites options. Il y a des choses, des cas de figure qu'on ne va pas voir parce que cette vidéo serait trop longue, peut-être même trop complète pour des sujets trop précis. Mais en fait, vous pouvez par exemple transférer un nom de domaine. Donc prendre un nom de domaine chez un autre registreur ou un autre hébergeur, OVH ou One and One par exemple, et puis faire le transfert pour le gérer uniquement chez Hostinger. Dans ce cas, il faudra passer par ici. Vous allez rentrer votre nom de domaine et ensuite c'est toute une procédure qui n'est pas très compliquée mais qui en soi mérite quand même une vidéo à part entière je pense. Donc voilà, ou obtenir un nouveau domaine ici. Donc là ça ne charge pas, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que je peux revenir dans 5 minutes. Serveur ne nous intéresse pas. SSL, vous allez avoir donc le SSL, vous allez revenir ici et vous allez pouvoir activer le certificat SSL. Je ne vois pas pourquoi je dis on va revenir ici, on va le faire tout de suite. Donc on est dans le menu, on est bien dans le menu SSL ici. Et là, on va cliquer sur configuration. Là, vous avez donc bien le bon nom de domaine qui est bien entendu sélectionné. Vous faites installer SSL. Le SSL sera automatiquement installé, donc vous cliquez sur fermer et là c'est en cours d'installation, donc on peut revenir dans quelques secondes, je pense 2 minutes maximum et le SSL sera installé sur notre site. Voilà, j'ai actualisé, c'est écrit statut actif, donc normalement si je me rends ici et que j'actualise, on a WP en folie qui est avec le petit cadenas juste ici et qui donc nous indique que le certificat a bien été installé. Donc votre site est plus sécurisé. En tout cas, le HTTPS est indispensable en 2021 aujourd'hui et au-delà. Donc le SSL, ce n'était pas plus compliqué que ça. Assurez-vous que ce soit bien activé ici. Donc si c'est écrit ne pas forcer HTTPS, c'est parfait. Si ce n'est pas écrit ça, vous activez, vous forcez le HTTPS et vous aurez votre site en HTTPS et vous n'avez rien de plus à faire. Donc ensuite, constructeur de site web, c'est juste un outil propre à Hostinger qui ne nous intéresse pas du tout, qui n'a rien à voir avec WordPress. Facturation. Dans boutique, vous avez, si vous avez aperçu peut-être au moment où vous avez pris le choix du plan d'hébergement, vous aviez des crédits Google Ads qui étaient offerts avec votre plan d'hébergement. Donc c'est un partenariat entre Hostinger et Google. Ces crédits, c'est probablement, donc là je crois que c'était 150 $. En euros, ça peut faire moins. Alors, du coup, ça dépend aussi de où est-ce qu'on se trouve dans le monde. C'est plus ou moins. Des fois, je crois que c'est que 80 ou 100 euros. Toujours est-il que vous avez des crédits pour démarrer si vous voulez presque gratuitement sur Google Ads, donc faire de la publicité sur Google. Google distribue de plein de façons différentes ces petits crédits gratuits pour aider les gens à se lancer et apprendre un petit peu le fonctionnement de la régie publicitaire. Si ça vous intéresse d'avoir ce crédit, c'est de l'argent gratuit si vous voulez faire si vous voulez faire de la publicité sur Google. Donc rendez-vous donc dans boutique.
Vous descendez, vous avez ici Google Voucher et vous cliquez sur obtenir un code promotionnel et vous aurez du coup un crédit et finalement de l'argent gratuit, quoi. Donc si jamais vous voulez vous en servir. Ensuite, on va aller en haut à droite. Je clique ici sur information du compte. Ici, vous avez donc les informations de votre compte. Je ne vais pas revenir dessus. Vous pouvez vous connecter à Hostinger via ce qu'on appelle le social login, donc les connexions sociales en français, je crois, mais via Facebook ou Google+, qui ne devrait plus exister, je pense, maintenant, mais en tout cas via Facebook. Et donc, pas besoin de vous dire tout ça ce que c'est. On peut regarder rapidement dans sécurité. Vous avez la possibilité d'activer un double facteur d'authentification pour vous connecter à votre compte Hostinger pour plus de sécurité. Donc, ça veut dire deux facteurs. Pas seulement vous connecter avec votre mot de passe, mais une deuxième étape qui peut être via une application. Là, par exemple, ici, l'application LastPass. Alors, je ne connais pas. Je crois que c'est un gestionnaire de mots de passe aussi à la base. Ou par mail. Donc, ça vous demandera systématiquement un code de confirmation par mail. Donc, si vous voulez vraiment être blindé sur votre compte Hostinger. Ce qui nous intéresse dessous aussi, c'est le partage de compte. Donc ici, en particulier, si vous êtes une agence ou freelance WordPress, vous avez la possibilité de faire des échanges ici. Donc des échanges de comptes. Donc c'est-à-dire là, vous pouvez pour ce compte-là, vous créez le compte vous-même peut-être avec vos coordonnées bancaires à la base, tout ça. Vous allez du coup donner l'accès à ce compte-là à votre client par exemple ou ce genre de cas de figure. Mais il y a aussi la possibilité dans ce menu partage de compte d'accorder l'accès de ce compte-là à un autre compte, à un autre utilisateur ou inversement de faire une demande d'accès à un autre compte ici depuis votre. Donc si vous voulez gérer un autre compte Hostinger depuis ce compte-là aussi, vous pouvez faire des demandes d'accès ou accorder l'accès dans un sens ou dans l'autre. Donc là, vous avez ici des fonctionnalités de partage de compte qu'il fallait noter et activité du compte qui est un journal de toutes vos modifs ou de ce que vous faites. Donc voilà. Écoutez, on va passer à la suite. Je rentre dans Accueil. Et puis à partir de là, vous pouvez cliquer finalement sur Hébergement. Alors on va partir plutôt depuis Hébergement, juste ici. Voilà. Donc arrivé là, vous avez votre hébergement et votre ou vos noms de domaine qui sont tous listés dessous. Donc vous voyez que c'est plus ou moins la même interface, présentée différemment ici. Là, vous avez différents raccourcis. Bon, c'est la même chose. Donc quand on arrive là, vous gérez votre site web. Donc le site web, si vous avez un nom de domaine, voilà, votre site il est là. Vous aurez sinon éventuellement d'autres noms de domaine, mais votre site il est bien là. Donc j'ai juste à cliquer sur Gérer ici et vous allez arriver dans cette interface. Vous avez dans Hostinger deux interfaces. La première, c'est celle-ci. Moi, je passe rarement par cette interface-là, mais cette interface est un héritage direct du logiciel le plus courant qui est utilisé pour gérer un site web et en l'occurrence aussi des sites WordPress, c'est ce qu'on appelle un cPanel. Un cPanel se présente souvent sur cette forme-là. C'est un logiciel qui est installé côté serveur, du côté de la solution d'hébergement, qui est là pour justement vous permettre d'administrer, de gérer votre site internet en faisant des choses au niveau de votre nom de domaine, de votre site, tout un tas de choses qu'on peut faire justement là, qu'on va faire aussi via Hostinger, qu'on va apprendre à faire ensemble. Et en général, ça se présente souvent sous cette forme-là. Souvent, le cPanel a un look and feel un peu moins moderne que ça. C'est-à-dire que souvent, c'est encore un petit peu différent. Typiquement, sur O2Switch, vous allez avoir un cPanel, tout ce qui est de plus normal. Et donc, ça ressemble un petit peu à ça. Vous avez, c'est un peu ordonné comme ça, avec des boîtes dans lesquelles vous avez des liens vers les différents menus ou les choses que vous voudriez faire vis-à-vis de votre site. Ça, c'est la première interface qui déjà là a été un petit peu remodelé. C'est pas le cPanel normal, il est un petit peu modernisé. Mais vous avez une deuxième interface qui est en fait exactement la même chose que ça, mais présentée différemment quand je clique ici sur tableau de bord. Et on se retrouve dans l'interface dans laquelle on était tout à l'heure. Sauf que c'est la même chose. Regardez les menus à gauche, regardez les menus, regardez les sous-menus, et en fait vous allez vous rendre compte, si je clique à nouveau sur tableau de bord ici, pour repasser, pour rebasculer, on peut changer d'interface, c'est exactement les mêmes liens, c'est la même chose, c'est en fait présenté différemment. Et c'est là où je vous dis qu'en fait je préfère Hostinger à O2Switch notamment. Déjà parce qu'O2Switch a deux interfaces, il faut aller dans deux endroits différents pour gérer la facturation et des achats de nom de domaine ou d'hébergement. Et une autre interface où il faut bien garder l'URL et ensuite aller sur cette interface et se connecter à son cPanel. Et ça, autant ça peut être très intuitif et pas du tout un problème pour des webmasters chevronnés ou des gens qui connaissent tout ça. Mais quand on démarre, pour moi, c'est très, très, très contre-intuitif. Moi, c'est pas un problème pour moi, mais moi, le but, c'est de proposer une solution qui fonctionne pour le plus grand nombre. Et là, Hostinger, vous avez une interface, vous vous connectez à votre compte Hostinger et vous faites tout. Facturation, acheter des hébergements, des noms de domaine, gérer vos sites, créer des sous-domaines, tout ce que vous voulez. Et en plus, c'est présenté comme ça. Là, vous avez ce que Hostinger appelle le H-Panel, qui est un clin d'œil à cPanel. C'est la même chose, présenté différemment, et vous voyez que c'est
beaucoup plus clair, beaucoup plus moderne et beaucoup plus intuitif en fait. Donc ça fait partie des grandes raisons pour lesquelles je préfère Hostinger à OdoSwitch. Parce que sinon OdoSwitch est très intéressant, même si ça reste peut-être un petit peu limité puisqu'ils ont une seule offre. Mais bon, apparemment il y a des gros sites que je connais qui ont quand même beaucoup de trafic et qui tournent bien sur OdoSwitch. Donc c'est pas forcément un problème. J'ai pas d'expérience sur des très gros sites auxquels je pense par exemple en matière de trafic, mais en tout cas Hostinger vous avez beaucoup plus de choix. Mais toujours est-il que j'aime beaucoup l'interface. Et donc pour la suite de ce tuto, je vous propose de continuer avec cette interface. On va regarder chacun des menus, chacune des options, ou presque. Il y a deux, trois trucs qu'on va sauter. Et on va regarder tout ça, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il faut activer, désactiver, etc. Donc quand on est ici, vous pouvez déjà sélectionner sur quel site web vous êtes, hein. Vous pouvez vous en assurer ici. Donc là, si jamais vous en aviez plusieurs, vous pourriez cliquer et sélectionner le bon. Vous auriez aussi un menu déroulant qui se trouverait par là. Donc là, je suis sur WP en folie. Quelles options on a? On a d'abord forcer le HTTPS. Donc ça, cette option, je vous invite à l'activer par défaut pour forcer effectivement le HTTPS. Il peut y avoir des cas de figure dans lesquels vous pensez être en HTTPS et certaines de vos pages sont toujours en HTTP. Ce genre de scénario arrive quand vous avez des éléments de votre page qui sont toujours via HTTP, puisque chaque élément de votre page, des images par exemple, a une adresse aussi. HTTP, et ensuite il y a une adresse. Toutes vos images sur votre site ont une adresse. Et tout ce qui a une adresse doit passer en HTTPS et il peut y avoir par exemple des éléments de votre page comme une image qui est toujours servie en HTTP. Donc sans rentrer dans le détail de comment ça arrive, pourquoi, si vous cochez forcer le HTTPS, ça vous évitera justement ce genre de problème. Donc ça, bien coché. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dessous? On a le mode maintenance. Donc ça, c'est si vous êtes en train de travailler sur votre site internet et que vous voulez que votre site passe temporairement en mode maintenance. Donc vous savez, souvent votre page il est cachée derrière une page qui dit juste ce site est en maintenance, revenez dans quelques minutes ou voilà. Il y a plein de façons de mettre un site en mode maintenance sur WordPress. Vous avez des extensions qui sont faites pour ça, des plugins. Vous pouvez même le faire dans Elementor avec Elementor Pro. Je crois que c'est Pro uniquement, je ne sais plus. Mais il y a plein de façons de mettre son site en mode maintenance. En général, il est plus agréable d'utiliser une extension spécialisée pour faire ça, ou Elementor, ou Divi, ou autre, parce que ça vous permet de créer vous-même la page de maintenance. Donc vous pouvez la modifier pour qu'elle soit avec les couleurs, la police, les images que vous voulez, et donc avoir une page maintenance qui est plus raccord avec votre image, avec votre marque, votre projet. Alors que là, le mode maintenance, c'est une espèce de page qui est juste un petit bloc blanc avec écrit «Ce site est en maintenance, revenez dans quelques minutes». C'est très minimaliste et c'est peut-être pas très rassurant pour tout le monde. Peut-être certains pourraient avoir l'impression que le site il est down ou qu'il y a un problème. Testez-le, hein, vous verrez, testez-le, allez sur votre site après en onglet privé et vous verrez. Mais voilà, ça vaut ce que ça vaut. Au moins, ça a le mérite d'être là. Si vous voulez un mode maintenance très simple, sans fioriture, pas besoin d'installer d'extension, eh bien vous pouvez activer un mode maintenance juste ici pour votre site. Alors, vider le cache, c'est lié au fait qu'il y a un système de cache sur votre site. Juste ici, Lightspeed. Si vous voulez bien, je vous propose d'en reparler un petit peu après. D'abord, on va aller dessous sur les trucs un peu plus simples. Donc, mise à jour WordPress, c'est pour gérer les mises à jour automatiques ou non de votre site WordPress. Donc, si vous voulez que WordPress, là on parle bien de WordPress, hein, le cœur WordPress, le logiciel, sans les extensions, sans les thèmes. Si vous voulez, en cliquant sur changer, vous pouvez faire en sorte que les mises à jour soient automatiques. Vous réglez ça ici par exemple, vous pouvez toujours mettre à jour vers la dernière version disponible. Ce que je ne vous recommande pas du tout. Je vous recommande de faire ces mises à jour à la main. Et vous pouvez sinon, vous avez une solution intermédiaire qui consiste à mettre à jour uniquement sur les versions mineures. Par défaut, c'est souvent coché comme ça. Sinon, ne pas mettre à jour. Moi, je vous recommande, moi par défaut, sur mes projets, je mets ne pas mettre à jour. Mais vous pouvez faire mettre à jour uniquement sur les versions mineures. Normalement, ça ne pose pas de problème en général. Je ne vous recommande pas du tout de mettre à jour automatiquement, par contre, sauf si vous avez un site extrêmement minimaliste avec deux extensions et quasiment rien, un petit site vitrine tout simple avec l'éditeur en bloc, Gutenberg. Dans ce cas, pourquoi pas, hein, ça posera probablement jamais de problème. Mais voilà, sinon ne pas mettre à jour. Et pour les mises à jour de WordPress, c'est ici. Et pour les mises à jour de vos extensions, vous pouvez également les gérer via votre interface Hostinger, ce qui peut être très pratique. Regardez, vous avez tableau de bord ici et extensions. Je vais cliquer sur extensions. Et ici, vous avez l'ensemble des extensions qui sont installées sur votre site WordPress que vous pouvez gérer ici. Et vous pouvez les activer ou les désactiver. Donc, c'est super intéressant puisque ça va vous permettre, si jamais vous avez un problème sur votre site, de venir désactiver toutes vos extensions ici et de les réactiver une par exemple, ce qui vous permettra de trouver un coupable, puisque beaucoup des problèmes sur WordPress,
Le coupable, c'est souvent une extension qui cause un bug, un conflit ou quelque chose. Donc vous pouvez ici désactiver très facilement n'importe quel plugin en cochant ici ou les réactiver. Donc là, vous voyez, j'ai plusieurs pages, je peux aller sur toutes les pages et activer ou désactiver comme ça. Voilà, donc je reviens sur tableau de bord. Vous avez ici en haut à droite modifier le site web, ça va vous emmener directement dans votre interface WordPress. Donc si vous êtes connecté à Hostinger, c'est un gain de temps puisque vous n'aurez pas besoin de rentrer votre mot de passe et votre identifiant. Ça vous emmène direct dans le back-office WordPress. Donc si je clique dessus, normalement, ça va nous connecter directement. Voilà, ça nous connecte directement à notre site WordPress. Donc je quitte, parce que nous, on ne va pas du tout dans WordPress dans le cadre de ce tuto, ou presque pas. Je descends ici, vous avez quelques infos par rapport à la base de données qui sont, que je ne vais pas m'attarder sur les histoires de base de données, parce que pour beaucoup, je pense que c'est des infos qui ne sont pas nécessaires, de comprendre exactement en quoi ça consiste, etc. Là, juste dessous, vous avez les sauvegardes quotidiennes. Alors, sachez que vous avez bel et bien des sauvegardes automatiques par défaut dans Hostinger, mais ces sauvegardes sont hebdomadaires. Donc, si vous voulez des sauvegardes quotidiennes, ce qui peut être utile dans le cadre de sites où il va y avoir vraiment des données tous les jours, donc ce que j'appelle des données tous les jours, ça peut être un site marchand, un site e-commerce. Vous avez des commandes tous les jours, vous avez bel et bien des données tous les jours, le fichier client, et l'historique de commandes, tout ça, ou d'autres types de sites. Dans tous les cas, même des sites avec beaucoup de trafic sur lesquels il y a des enjeux plus importants. Dans ce cas, 1 euro par mois, ça ne vous coûte pas grand-chose. Ça vous permet d'avoir des sauvegardes quotidiennes au niveau de votre hébergeur. Parce qu'évidemment, vous pouvez installer des extensions WordPress pour les sauvegardes. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà ça. Mais c'est très très intéressant d'avoir des sauvegardes paramétrées correctement au niveau de votre hébergeur. Il n'y a jamais trop de sécurité. Donc, sauvegarde hebdomadaire, ça suffit probablement pour une majorité d'entre vous dans un premier temps. Si vous voulez, vous avez des sauvegardes quotidiennes. Dans ce cas, il faut payer, c'est 1 euro par mois et vous pouvez acheter d'avance pour 60 mois d'avance par exemple. Mais a priori, c'est pas moins cher quand vous payez d'avance, donc d'après ce que je vois là. Donc voilà. Mais en tout cas, sauvegarde quotidienne, on va y venir à un moment dans les sauvegardes hebdomadaires, je vous montrerai où c'est. Vous avez ensuite la version PHP. La version PHP ici, c'est le langage informatique dans lequel est codé WordPress. C'est du PHP. Et ça, c'est quelque chose que vous allez devoir mettre à jour une fois de temps en temps. Alors rassurez-vous, quand je dis une fois de temps en temps, c'est vraiment une fois de temps en temps. C'est pas compliqué du tout. Vous pouvez vous en occuper une fois par an, de ça, pas plus. Et quand vous le faites, ça prend un clic et ça prend 2 secondes littéralement. Donc c'est vraiment pas un problème. D'ailleurs, vous pourriez rester plus d'un an sans faire ces mises à jour-là. Ce ne serait pas forcément un problème. Mais par contre, si vous accumulez les années sans mettre à jour votre version PHP, ça va poser problème à un moment ou à un autre. Si vous avez de la chance, ça peut durer très longtemps et bien se passer. Mais probablement qu'à un moment, il va falloir que vous mettiez à jour votre version PHP. Je vous montrerai dans les menus ensuite où est-ce que ça se trouve. Ça prend un clic, c'est très très simple. Et je vous donnerai des contre-indications, quoi faire ou quoi ne pas faire pour en ce qui concerne les mises à jour de version PHP. Et puis enfin, la version WordPress que vous avez installée actuellement ici, mais c'est une info que vous pouvez trouver un peu partout déjà. Voilà. Ensuite, si on revient ici et qu'on descend, qu'est-ce qu'on trouve? On va avoir dans Vitesse Sécurité PatchStack. PatchStack, c'est une entreprise qui existe depuis un moment maintenant, il me semble, dans l'écosystème WordPress, qui avait un autre nom avant et qui est en fait une techno qui vous permet de faire en sorte que si jamais il y a une vulnérabilité dans un plugin ou un thème, eh bien PatchStack va automatiquement venir à la volée sans prévenir, corriger ou vous protéger, corriger la vulnérabilité qui est une vulnérabilité connue au sein de l'écosystème WordPress. C'est une vulnérabilité qui est connue, qui se sait. Eux, ils sont au taquet évidemment, c'est leur métier de toute façon. Et même si vous n'avez pas mis à jour votre extension pour vous protéger de cette vulnérabilité, eh bien eux, ils vont être là et ils vont directement implémenter, j'imagine c'est un petit bout de code, mais ils vont directement implémenter ce petit bout de code à la volée et vous protéger en attendant que vous mettiez à jour votre extension. Alors sur le papier, ça a l'air merveilleux puisque ça a l'air de nous prévenir de 99% des problèmes sur WordPress. Dans la pratique, je n'ai pas d'expérience avec PatchStack. Et pour le moment, j'ai pas grand chose à dire de plus si ce n'est que ça ne coûte rien pour vous de l'activer parce que vous avez en fait via Hostinger ici une version gratuite qui va être très facile à installer et activer qui va vous protéger justement et si jamais ça vous protège, il vous le dira. Vous allez avoir le droit à 200 interventions de PatchStack de vulnérabilité trouvées et puis anticipées jusqu'à 200 fois. Et au bout de la 200e, il va vous demander de payer. J'ai déjà activé PatchStack sur certains sites. Et ces sites sont restés longtemps avec PatchStack sans jamais atteindre du tout les 200. Ce qui veut dire qu'en fait, vous pouvez l'utiliser gratuitement pendant assez longtemps. Si
il vous a protégé plus de 200 fois. Probablement que c'est peut-être une bonne idée de le garder et de le laisser activer. Moi, je pourrais faire un tuto et des recherches détaillées sur ce service si vous voulez vraiment en savoir plus. Mais j'avoue ne pas avoir d'expérience parce que jusqu'à aujourd'hui, en matière de sécurité, j'ai pas forcément eu beaucoup de problèmes. C'est pas indispensable. Maintenant, évidemment, des fois, on préfère faire 100% de ce qu'on peut faire pour être très très sécurisé au le plus possible. Et pour certains, payer 10 ou 15 euros de plus par mois, quand on a une entreprise, en fait, c'est une somme microscopique, quoi. Donc, je peux comprendre. Donc, dans ce cas, vous, dans tous les cas, si vous voulez tester ce service, ça coûte rien du tout. Vous cliquez ici sur Installer. PatchStack a été installé avec succès, donc vous voyez que c'est actif et pour l'instant il y a 0 sur 200 menaces bloquées, donc c'est le fameux décompte dont je vous ai parlé de 200 menaces. Le site sur lequel je l'ai installé, il n'y a presque pas de trafic en fait, hein. C'est pas un gros site, mais il y a eu une menace bloquée sur 200 et c'est resté actif pendant plusieurs semaines, j'aurais envie de dire plusieurs mois. Et écoutez, en tout cas vous pouvez l'activer, là quand vous cliquez sur tableau de bord, ça va vous emmener sur le tableau de bord de PatchStack puisque vous aurez un compte qui a été créé automatiquement. Le but justement c'est de rendre ça facile et sans friction pour vous. C'est un partenariat sûrement qu'ils ont avec Hostinger. Et là, vous voyez que du coup, vous allez avoir tout un tas d'infos. Donc, dans PatchStack, il y a carrément un firewall. Je ne vais pas revenir sur cette notion maintenant. Ça fait beaucoup de choses dans une seule vidéo sans doute. Il va mettre en place tout un tas d'alertes ou de systèmes, j'imagine, pour vous dire telle extension est vulnérable, il vaut mieux la mettre à jour, etc. C'est normal, hein, vous inquiétez pas, qu'il y ait des extensions vulnérables, ça fait partie de la vie open source d'un projet comme WordPress. Vous avez régulièrement des extensions. Si vous les mettez à jour, c'est notamment parce qu'il y a des patchs de sécurité, des améliorations constantes. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir un problème tous les 4 matins. Mais du coup, effectivement, il va vous prévenir quand lui, il sait que certaines mises à jour de vos extensions sont liées à des patchs de sécurité. Donc il va y avoir plein de choses comme ça. Globalement, je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas l'interface. J'ai mis les pieds 2-3 fois, j'ai jeté un œil comme ça, mais globalement, je ne suis pas compétent pour vous en parler. Par contre, je peux largement me prendre plusieurs semaines pour regarder tout ça en détail et vous faire une vidéo si ça vous intéresse. Donc ensuite, Lightspeed. Lightspeed, c'est la technologie qui permet de faire tourner en gros votre serveur. Il y a d'autres technos qui sont utilisés. Les plus courantes, ça va être Apache ou je ne sais plus comment ça s'appelle, NJNINX, je ne sais pas le prononcer, j'ai jamais eu l'occasion de le prononcer, Nginx, quelque chose comme ça. Vous pourrez me dire en commentaire, mais en même temps, ça va être compliqué de me dire comment prononcer en commentaire. Mais en tout cas, c'est ce qui permet de faire tourner, en gros, c'est une technologie côté serveur qui va faire tourner votre site. Et l'intérêt de Lightspeed ici, c'est que c'est beaucoup plus puissant et performant que beaucoup d'autres technologies qui font tourner votre serveur. Et Lightspeed offre directement la possibilité d'installer du cache et une extension de cache dans votre site WordPress. Et ça va vous proposer une extension de cache qui est parfaitement intégrée à votre hébergeur, en l'occurrence à Hostinger ici, qui est carrément intégré ici dans l'interface avec quelques petites options, en tout cas vraiment quelque chose que vous allez avoir, je vais y arriver, sans friction, qui est vraiment intéressant. Le souci que moi j'ai avec le cache en général pour l'instant, c'est que la plupart des gens ne savent pas correctement utiliser des systèmes de cache, des extensions de cache. Le cache, c'est fait pour accélérer la vitesse de votre site, mais très souvent, ça cause aussi des problèmes. Et beaucoup de gens ont l'impression que WordPress c'est compliqué et qu'il se passe plein de trucs ou qu'un design est cassé ou autre. Et c'est souvent lié à des extensions de cache qu'ils ont installées parce qu'ils ne maîtrisent pas ces technologies, ils ne savent pas comment éviter ces problèmes-là, ils ne savent pas paramétrer correctement leur extension. Et globalement, je trouve que c'est souvent une source de problème. Et moi, sur WP Origami, je défends avant tout la simplicité et le minimalisme technique, même dans WordPress. Ce qui fait que je vous avoue que sur mon site, qui n'est pas forcément le plus rapide du monde, mais je n'ai pas forcément besoin qu'il soit plus rapide que ça, mon site, je n'installe pas de cache, et ce depuis un moment. Et sur beaucoup de sites, j'aime bien prioriser d'autres choses, comme par exemple un hébergement très rapide, des images bien compressées et le moins d'extensions possible, plutôt que d'installer du cache, du CDN et toutes ces choses-là qui sont liées à la performance. Moi, j'aime bien en faire le moins possible. Alors, on en reparlera dans une vidéo dédiée probablement, vidéo dédiée à tout ce qui est cache et tout ça. Mais moi, pour le moment, vous pouvez installer et laisser activer Lightspeed, mais dans un premier temps, vous le désactivez. Vous le désactivez parce que quand vous créez un site internet, vous allez construire votre projet, votre site, et ça va vous causer plus des problèmes qu'autre chose. Vous ne voulez pas laisser activer un système de cache quand vous êtes en train de construire un site. Donc première chose, vous désactivez Lightspeed. Une fois que Lightspeed a été désactivé, vous voyez qu'il n'y a plus l'option ici vider le cache. Une fois que vous avez terminé de créer votre site internet,
vous pouvez activer Lightspeed juste ici. Et du coup, votre site pourra être beaucoup plus rapide. Je vous propose du coup une vidéo dédiée ces prochaines semaines à Lightspeed et à l'extension pour comment la paramétrer, comment maîtriser un petit peu et ne plus vous faire avoir par les extensions de cache. Mais dans un premier temps, moi, le réflexe pour moi, ce serait avant tout de faire le maximum pour que votre site soit rapide sans système de cache. Et vous verrez que votre vie sera beaucoup mieux, plus légère. Moi, je préfère m'en passer le plus souvent possible. Maintenant, ça reste vraiment bien, surtout quand vous avez un webmaster qui comprend ce qu'il fait. Ici, vous avez le certificat SSL qui est bel et bien activé, donc ça, il n'y a pas de souci. Et vous avez ici Cloudflare encore une fois. Donc Cloudflare, on y viendra quand on y sera au niveau des menus juste ici, puisque maintenant on va parcourir les différents menus. Et là, installer un autre WordPress, ça va être justement pour installer WordPress sur un autre nom de domaine si jamais vous aviez plusieurs noms de domaine sur votre site. Mais là, c'est pareil, je préfère regarder ça parce que tous ces raccourcis, en fait, vous nous emmenez dans les différents sous-menus correspondants. Et donc, on va juste, à partir de maintenant, regarder ensemble les différents menus ici. Donc, jusqu'à maintenant, on était dans WordPress, tableau de bord et extension. Pour l'onglet juste ici, extension, on y était à l'instant. Donc, maintenant, regardons ce qu'on trouve dessous. On va avoir service, utilisation de l'abonnement. Ici, vous allez avoir les informations correspondant à votre hébergement pour savoir si vous avez un hébergement qui est suffisamment puissant pour vos besoins. Donc, est-ce que vous utilisez trop le processeur? Est-ce que vous n'avez pas assez de mémoire, de RAM, etc. Donc, vous allez avoir toutes ces courbes-là. Globalement, tout ce qu'il y a à savoir, c'est que si vous venez ici et que vous voyez que vous avez des problèmes de ressources, vous tapez là souvent dans le 100% ou pas loin. Pareil, la mémoire, vous avez une petite limite ici. Si vous voyez que vous avez un problème de ressources, eh bien dans ce cas, vous savez que vous allez devoir upgrader votre hébergement pour plus de puissance. Donc là, juste dessous, vous allez justement renouveler ou mettre à niveau. Donc renouveler va vous permettre de renouveler d'ores et déjà voilà, votre hébergement. Et puis juste ici, dessous, mettre à niveau. Ça va vous permettre de facilement changer de plan WordPress. Donc vous avez plein de plans. Vous étiez juste ici dans WordPress Starter. Vous avez différents plans qui sont toujours de l'hébergement mutualisé, il me semble. Par contre, WordPress Pro, ça devient de l'hébergement cloud. Donc de l'hébergement cloud, c'est plus puissant et plus souple. Donc très intéressant si vous voulez vraiment scaler, si vous ambitionnez d'avoir tout de suite demain des pics de trafic et beaucoup plus de trafic tout simplement. Et vous avez besoin de plus de ressources, plus de RAM, plus d'espace, plus de tout. Enfin, ici, vous avez l'option définir domaine principal. Ici, c'est juste le nom de domaine principal de l'hébergement. Ce n'est pas très important par défaut. On va dire que vous faites ça, vous mettez le nom de domaine principal de votre projet comme le nom de domaine de l'hébergement. Mais ensuite, vous pouvez avoir en fait plusieurs sites, plusieurs noms de domaine, tout ça. Ce n'est pas très important de définir le domaine principal. On descend, on regarde dans compte. Ici, je clique sur détails. Et ici, vous allez avoir des détails qui sont techniques que vous comprenez, vous maîtrisez peut-être ou non. Mais là aussi, comme c'est trop technique, je ne m'attarde pas beaucoup là-dessus. Vous avez les serveurs DNS juste ici. Vous avez donc leur adresse IP. Vous avez ici les détails du site, par exemple l'adresse IP de votre serveur qui peut servir à différents moments dans votre vie de webmaster ou le nom du serveur ici. Ça, on va y revenir un petit peu plus tard. C'est lié à vos comptes email pro, j'y arrivais pas. Compte email pro, on va y revenir dans la partie email justement. Et ici, c'est pareil, on va y revenir parce que on va être dans le fichier juste ici. Je vous expliquerai un petit peu mieux en quoi ça consiste, toutes ces données-là. Mais en tout cas, sachez que dans compte et détails, vous voyez que vous avez un récap de beaucoup de données dont vous pourriez avoir besoin un jour ou l'autre. Donc, retenez simplement leur emplacement. Là, changer le mot de passe, c'est pour changer le mot de passe d'accès FTP. Je vais vous expliquer FTP quand on sera dans Fichier. On descend. Dans Email, je vais cliquer sur Compte Email. Et ici, on va pouvoir créer notre adresse mail pro avec notre nom de domaine. Donc ici, j'ai mon plan, je vais cliquer dessus. Et on va regarder les quelques menus ici, en tout cas ce qui nous intéresse le plus. Là, vous allez pouvoir cliquer sur Ajouter un compte email et vous allez pouvoir créer un compte mail pro. Vous mettez absolument ce que vous voulez pour le nom de l'email. Donc moi, je vais mettre Contact et un mot de passe et je clique sur Créer. Une fois que j'ai cliqué sur Créer, j'ai mon compte de messagerie qui se trouve juste en bas. Donc juste ici, j'ai un lien d'accès direct vers le webmail qui m'est proposé par OVH pour pouvoir accéder à cette boîte pro. Donc si je clique dessus, je vais arriver ici et j'ai juste à rentrer mon mot de passe pour me connecter à ma boîte mail pro. Voilà ma boîte mail pro. Donc encore une fois, là maintenant, je peux émettre et recevoir avec ce compte pro là et via cette boîte là. Donc ça, c'est le webmail qui vous est proposé par Hostinger. On va regarder les différentes options.
Et puis surtout, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous proposer de faire la manipulation technique ensemble de ce que moi je préfère faire depuis des années maintenant pour travailler avec une boîte mail pro, que ce soit chez Hostinger ou chez n'importe quel autre hébergeur. Je vais vous proposer ensemble en fait d'installer votre boîte mail pro sur une interface Gmail, dans votre boîte Gmail directement à l'intérieur. Donc ça veut dire que votre compte Gmail, vous allez pouvoir émettre et recevoir avec votre adresse pro. Et c'est nettement plus agréable que d'utiliser, je trouve, un webmail séparé, en tout cas dans un premier temps. Donc on va faire cette manipulation technique ensemble. D'abord rapidement, si on regarde le reste ici, vous avez donc la possibilité de faire des redirections ici. Donc une redirection, c'est uniquement pour recevoir, mais pas pour émettre. Donc c'est une adresse mail de façade finalement. Vous créez une adresse contact arrobase, par exemple. Les gens vous écrivent sur cette adresse. Ça vous est redirigé vers votre adresse Yahoo, Gmail, La Poste ou autre. Et ensuite, vous pouvez répondre sans problème. Mais du coup, vous répondez avec votre adresse à vous. Vous ne répondez pas avec votre adresse pro. C'est vraiment une adresse mail vitrine en quelque sorte. On appelle ça une redirection. Donc vous pouvez en créer une ici en faisant créer un transitaire. Et puis juste ici, vous avez un email catch-all. Donc ça vous permet de vous prémunir de fautes d'orthographe. Si quelqu'un fait une faute d'orthographe et écrit contact en oubliant le C, le deuxième C par exemple, vous allez quand même recevoir l'adresse mail. C'est ce qu'on appelle une adresse email catch-all. Vous pouvez en créer une ici très simplement. Vous faites créer catch-all. Vous précisez domaine, donc wp-infolie.fr. Et vous précisez le récipient, donc contact, cette adresse-là en l'occurrence, dans lequel vous voulez recevoir tous les gens qui écrivent à votre nom de domaine avec des fautes d'orthographe ou vous écrivez un peu n'importe quoi ou c'est mal écrit ou autre. Dans ce cas, vous pouvez tout recevoir grâce à ce système. Donc vous cliquez sur créer et c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Ensuite, vous avez des alias, réponse automatique si vous voulez créer une réponse automatique et vous avez les paramètres de configuration. Donc on va faire ça à partir de maintenant. Je vous propose de se retrouver dans une interface Gmail et je vais vous montrer comment on configure une boîte pro dans Gmail. Donc, je suis dans mon adresse Gmail que j'ai créée spécialement pour l'occasion. Vous allez vous rendre dans la roue crantée paramètres et vous cliquez sur voir tous les paramètres. Ici, vous allez vous rendre dans compte et importation et vous allez avoir ici deux menus, envoyer en tant que et consulter. Donc, émettre et recevoir. Il va falloir paramétrer l'un et l'autre. Donc, on peut faire dans un premier temps envoyer des emails en tant que, vous avez naturellement votre adresse Gmail, c'est évident, mais vous allez pouvoir cliquer ici sur ajouter une autre adresse email. Donc c'est ce qu'on va faire. Je clique sur ajouter une autre adresse mail et vous allez avoir une boîte jaune qui apparaît comme ça, qui va vous demander toutes les informations, on va le faire ensemble. Donc d'abord vous avez le nom. Donc ici vous mettez le nom que vous voulez, ça va être naturellement le nom de l'expéditeur quand vous allez écrire avec cette adresse-là. Donc ça peut être le nom de votre entreprise, votre prénom, vous mettez le nom que vous voulez. Le nom et l'adresse mail, c'est naturellement l'adresse mail qu'on s'apprête à paramétrer. Vous laissez la case traitée comme un alias et vous cliquez sur étape suivante. Ici, plusieurs informations vont vous être demandées. D'abord, le serveur MTP, le nom d'utilisateur, le mot de passe et le port. Le nom d'utilisateur et le mot de passe, c'est simplement les informations qu'on a paramétrées juste avant quand on a créé notre adresse pro. Donc le nom d'utilisateur, c'est en fait l'adresse email en elle-même. Et le mot de passe, c'est le mot de passe d'accès à cette boîte mail-là. Donc nom d'utilisateur, votre adresse mail, mot de passe, le mot de passe qui sert à accéder à cette boîte-là, qu'on a créée juste avant. Donc vous mettez ces deux informations-là et au-dessus, serveur SMTP et port, eh bien vous allez les trouver juste ici. Serveur ici, SMTP. Donc c'est smtp.hostinger.com et sachez que dans beaucoup si jamais vous n'êtes pas sur Hostinger, c'est très souvent smtp. Et justement OVH ou d'autres hébergeurs, c'est souvent simplement ça. Donc là, on va le récupérer. On va prendre smtp.hostinger.com. J'ai fait un copier en cliquant ici. Et on voit que le port ici, c'est 465. Et connexion SSL TLS. Donc, je retourne juste ici. On va coller serveur SMTP, le port 465 et on laisse connexion sécurisée SSL, recommandée par défaut. Vous cliquez sur ajouter un compte et vous allez recevoir un code de confirmation dans la boîte mail pro qui là pour l'instant est accessible justement via votre webmail, via Hostinger. Vous vous reconnectez et vous récupérez ce code de confirmation. Donc je me rends ici dans compte email, je retourne dans webmail puisque j'avais quitté. Voilà, je suis connecté et du coup j'ai mail confirmation juste ici, on voit que j'ai reçu le mail, le code se trouve juste là. Code de confirmation, copier, ici, coller, et vous cliquez sur valider. Et ça y est, vous avez envoyé en tant que, donc Alexis, donc c'est le nom de l'expéditeur qui sera par défaut,
et c'est donc bien contact@wpenfolie.fr. Donc vous allez pouvoir utiliser Gmail maintenant pour écrire avec. Je vais vous montrer comment juste après. D'abord, on va terminer l'installation. Vous avez ici maintenant pour recevoir, donc consulter d'autres comptes de messagerie. C'est aussi simple. Vous cliquez sur ajouter un compte de messagerie. Vous rentrez l'adresse mail du coup concernée. Vous cliquez sur suivant. Vous laissez cocher ici POP3. C'est bien ce qu'on fait. Donc on va se rendre dans paramètres de configuration. Vous voyez ici serveur entrant POP. Toc. Donc parfait. On clique juste sur suivant et on va entrer à nouveau les informations. Donc nom d'utilisateur. Là, je peux juste faire un bête copier-coller de l'adresse mail et ici, je rentre mon mot de passe. C'est le même mot de passe. Serveur POP, ici, c'est pop.hostinger.com et le port, c'est 995. Donc ici, pop.hostinger, port 995. Et vous cochez conserver une copie du message récupéré sur le serveur. Vous cochez SSL et vous cochez le libellé. Ça va mettre automatiquement un libellé pour que vous vous rendez compte dans votre boîte Gmail qui écrit à votre adresse Gmail et qui écrit à votre adresse pro. Comme ça, vous allez voir tout de suite la différence. Donc, vous faites ajouter un compte et ça a été installé. Donc ici, on a maintenant bien envoyé en tant que et consulter d'autres comptes de messagerie. Félicitations, vous avez installé votre adresse pro dans un compte Gmail. Donc là, boîte de réception, vous voyez que du coup, un mail a été transité juste ici et on voit bien le petit label. Le label, c'est contact@wpenfolie.fr. On voit bien que le mail a été transité parce que c'est le mail que j'ai ouvert juste avant en fait, sous vos yeux. Donc si on l'ouvre, vous voyez que c'était le code de confirmation et tout ça. Donc je peux le supprimer. Et maintenant, du coup, si vous voulez écrire avec votre boîte pro, eh bien vous cliquez sur Nouveau message et juste ici, dans en tant qu'émetteur, vous avez l'adresse Gmail, mais vous avez une petite liste déroulante et vous avez une boîte pro. Vous pouvez écrire avec contact@wpenfolie.fr. Voilà. Donc vous pouvez en ajouter plusieurs dans une boîte Gmail. Je crois que c'est 4 ou 5 maximum quand vous utilisez Gmail gratuit. Donc on revient ici et puis on était en fait là dans email, on va revenir maintenant dans hébergement, gérer, tableau de bord parce que je préfère l'autre interface et on était dans email juste ici, on était dans compte de messagerie, je vais revenir en arrière, pardon. On était dans compte email et là je peux aussi cliquer sur contrôle du service de messagerie. Donc là vous allez laisser cette case cochée. Voilà. Ensuite, on va regarder en dessous, on va passer maintenant au menu juste ici, domaine. Qu'est-ce qu'un sous-domaine? Un sous-domaine, c'est votre nom de domaine dans lequel vous allez créer à l'intérieur un autre domaine, un sous-domaine ou un sous-dossier en fait. Et vous allez pouvoir créer par exemple espace.wpenfolie.fr ou alors donc école.votrenomdedomaine.fr ou .com ou tout ce que vous voulez, .votrenomdedomaine.fr ou .com. Donc un sous-domaine, c'est ça. Ça sert à pas mal de choses. Ce qu'il faut noter quand même, c'est qu'en termes de SEO, ça reste bien deux sites séparés. Quand vous avez un sous-domaine pour Google, si jamais vous voulez référencer votre site, Google ne va pas considérer que que ça fait partie de votre site principal et non, c'est un site à part. Donc un sous-domaine, c'est vraiment un site à part. Si vous faites un site sur un sous-domaine, dites-vous bien que vous faites un site séparé, c'est un autre site. Notamment, pourquoi on peut vouloir faire ça? Par exemple, si on a un blog ou un site vitrine ou un site qui présente des choses et qu'on veut une boutique également, mais que pour des raisons accommodantes, on préfère avoir cette boutique sur un autre domaine, un autre site en fait, que le site principal. Ça fait donc un site secondaire si on veut. Et ce site secondaire, donc, vous pouvez l'appeler boutique.votrenomdedomaine.fr. Et là, vous allez pouvoir créer dessus. Eh bien, c'est un tout autre site, hein, c'est une autre installation WordPress. Et vous allez recréer un site ici et vous faites donc par exemple un site e-commerce. Vous pouvez également créer un espace membre dans lequel vous mettez vos formations, votre école, tous les éléments que vous voulez, interactifs ou non, les membres de l'espace membre, etc. Mais vous faites ça sur un sous-domaine, par exemple. Vous pouvez créer en fait tout un tas de scénarios plus ou moins compliqués dans lesquels vous utilisez un sous-domaine et un domaine principal et un autre site. Donc après les sous-domaines, moi par exemple, à quoi ça peut me servir? Régulièrement, je crée des sous-domaines à mon domaine principal pour faire des sites de démonstration. Je crée des sous-domaines et dessus, je bricole les choses sur une installation WordPress. Et ce site qui est sur un sous-domaine n'existe que parce que je voulais un site démo dans lequel bidouiller des trucs. De la même façon, vous pouvez aussi, pour un freelance ou une agence, utiliser des sous-domaines de le site de votre agence. Donc si vous avez marketingunderground.fr, c'est le nom de votre agence, vous pouvez créer n'importe quoi, .marketingunderground.fr pour créer le site de l'un de vos clients sans avoir à lui demander tout de suite
d'acheter un hébergement, un nom de domaine et tout ça. Sans entrer dans ces aspects techniques-là, juste vous créez le site pour l'instant, vous le créez sur un sous-domaine. Vous pouvez le créer sur un sous-domaine et plus tard ensuite, vous pourrez migrer ce site-là sur un hébergement à part entière. Donc voilà, en fait, il y a plein de possibilités avec les sous-domaines, ça sert à plein de choses différentes. Je vous ai donné 2-3 exemples. Donc maintenant, je vais vous montrer comment créer un sous-domaine, c'est très facile. Domaine, sous-domaine, vous entrez ici un sous-domaine, par exemple boutique. Je vous recommande de cocher par défaut répertoire personnalisé. Ici, vous allez l'appeler simplement, vous donnez le même nom, donc boutique. Et vous cliquez sur créer. Sous-domaine créé avec succès. Donc on a un sous-domaine et le nom de domaine du coup, boutique.wpenfolie.fr existe bel et bien maintenant. Si vous voulez donc, parce que le but de ce sous-domaine c'est vraisemblablement d'installer WordPress dessus, eh bien je vais vous montrer comment on fait ça. Donc du coup, vous allez sur site web, installateur automatique. Ici, vous cliquez sur WordPress, c'est ça que vous voulez installer. Donc c'est toujours ce qui nous intéresse. On n'installe jamais par défaut WooCommerce parce que même si vous voulez faire une boutique plus tard, il va sans doute vous installer tout un tas de trucs dont vous ne voulez pas. Installez WooCommerce de votre côté manuellement, c'est plus simple. Et le reste après, c'est d'autres CMS. Donc là, c'est toujours WordPress. Et ici, vous avez dans le menu déroulant WP en folie et boutique.wpenfolie.fr. Je clique là-dessus et je vais pouvoir installer WordPress dessus. Donc nom d'utilisateur WP en folie, mot de passe. Donc j'ai mis un mot de passe, boutique WP en folie. Là j'ai mis un titre, vous êtes obligé de mettre un titre. Hein, ça se change d'après dans WordPress bien sûr. L'email de l'administration. Là profitez-en pour changer le langage tout de suite, la langue de l'installation WordPress en français. Et c'est bon. Et ensuite vous pouvez installer ça comme ça. Désactiver les mises à jour automatiques de l'application et vous faites installer. Et là on installe WordPress sur le sous-domaine. Voilà, donc on a ici application installée, on voit qu'il y a bel et bien boutique.wpenfolie.fr. Je clique dessus et j'ai boutique.wpenfolie.fr d'installer avec une installation WordPress toute neuve dessus. Petite particularité, si vous voulez avoir un site en HTTPS, donc il y a certains cas de figure où je vous ai parlé, un site démo, le site d'un client, ces choses-là, vous pouvez bosser en HTTP comme ça. Mais si vous voulez vraiment que ce soit en SSL, il va vous falloir cette fois par contre acquérir un SSL qui sera payant. Quand je dis que c'est payant, c'est une dizaine d'euros, hein, ça doit être quelque chose comme ça. Mais vous allez devoir l'acheter cette fois. Vous allez vous rendre en fait dans SSL et vous allez du coup pouvoir sélectionner, gérer, acheter un SSL ici pour boutique wpenfolie.fr. Donc vous avez juste à cliquer sur acheter SSL et vous voyez que là on a 14 euros. Voilà. Donc, si vous voulez du SSL pour les sous-domaines, il vous faut acheter un SSL ici. Il y a d'autres façons de le faire qui peuvent être gratuites, qui pourraient être une installation manuelle d'un SSL. Mais là, je trouve qu'on rentre dans une petite opération qui peut être un petit peu plus technique, qui en plus demande à être renouvelé manuellement, le SSL. Et au 21e siècle, moi, en 2021 en particulier, ça me dérange vraiment en fait de vous indiquer la méthode manuelle et tout. Je trouve que c'est compliqué. Il vaut vraiment mieux. Si c'est un site définitif sur lequel vous avez besoin de HTTPS, un vrai site pour votre projet, enfin prenez simplement SSL, vraiment c'est plus simple. Donc voilà, mais en tout cas si vous cherchez de la documentation officielle Hostinger, vous verrez des façons manuelles d'installer un SSL gratuit si vous voulez. Par contre tous les X mois, il faudra aller faire des manipulations manuelles pour renouveler ce SSL. Donc, vous pouvez créer autant de sous-domaines que vous voulez. Après, il y a la problématique du HTTPS qui reste là, mais vous pouvez en créer autant que vous voulez en tout cas. Ensuite, on regarde domaine garé. Domaine garé, ça vous permet justement de ranger certains domaines. Donc, si vous avez acheté d'autres domaines, par exemple, vous avez acheté le nom de votre projet ou de votre entreprise en .com, .fr, .net et vous garez, vous pouvez prendre ces différents noms de domaine et faire en sorte qu'ils redirigent aussi vers votre site principal. Donc vous avez un site principal normal en .com par exemple et si quelqu'un tape le .net, il est redirigé quand même vers le .com. Donc c'est ça que vous pouvez faire avec des domaines garés. Vous pouvez les ajouter ici si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci, vous faites garer le domaine. Ensuite après vous avez ajouter un site. Ajouter un site va vous permettre d'ajouter un nouveau site. Donc comment vous faites si vous voulez ajouter plusieurs sites internet à votre hébergement. Vous ne rachetez pas d'hébergement, vous gardez l'hébergement que vous avez et vous hébergez plusieurs sites. Je vous ai montré comment le faire avec les sous-domaines. Avec un domaine différent, donc un site complètement différent avec un autre nom de domaine, c'est quasiment la même chose. Donc il vous faut évidemment acheter un nom de domaine. Donc par exemple, vous passez par domaine
obtenir un nouveau domaine. Et puis ici, vous faites une recherche. Ensuite, vous allez au bout du processus d'achat, vous achetez le nom de domaine. Et une fois que vous achetez le nom de domaine, on refait le chemin. Donc, je vais dans hébergement ici, gérer, tableau de bord. Et donc, je vais dans domaine, ajouter site. Et dans ajouter site, je vais pouvoir ajouter le nom de domaine que j'ai acheté dans cet hébergement. Donc, je vais mettre le nom de domaine ici. Vous rentrez le nom de domaine, vous mettez un mot de passe. C'est un mot de passe qui vous servira pour votre compte FTP. On va y venir dans une seconde. Et ensuite, vous faites ajouter site. Et ensuite, vous aurez le nom de domaine dans la liste des sites web aussi. Le nom de domaine sera là. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est ici prendre le bon nom de domaine. Vous switchez, vous prenez le nom de domaine qui vous intéresse. Et vous allez dans site web installateur automatique. Et vous pourrez cliquer à nouveau, comme on l'a fait pour le sous-domaine, sur WordPress, sélectionner et vous sélectionnez le nom de domaine que vous venez d'installer dans votre hébergement. Et vous faites exactement les mêmes manipulations, vous faites installer et vous aurez installé un site, un autre nom de domaine et donc un autre site qui n'a rien à voir dans le même hébergement. Et vous pouvez refaire ça 1, 2, 3, 4, 5, 10 fois. Ça dépend encore une fois après du trafic sur chacun de vos sites. S'il n'y a personne sur vos sites, vous pouvez mettre plusieurs sites sans problème. Théoriquement, ils disent jusqu'à 100 sites web. En pratique, vous ne mettrez pas 100 sites sur un hébergement. Mais en tout cas, vous pouvez mettre plein de sites sur un seul hébergement sans racheter un nouvel hébergement à chaque fois que vous voulez un nouveau site. Ensuite ici on a Cloudflare là, donc Cloudflare c'est un outil qui est en fait gratuit qui sert à accélérer votre site internet, c'est ce qu'on appelle notamment un CDN. CDN c'est fait pour accélérer les performances de votre site puisque ça va délivrer certaines parties de votre page plus rapidement à vos visiteurs, donc par partie de votre page j'entends par exemple les images ou des fois certains bouts de code de choses, de JavaScript ou de choses comme ça. Mais le CDN est fait pour, c'est tout un réseau d'ordinateurs qui, au plus proche de vos visiteurs, va délivrer plus rapidement certains assets de votre page. Donc en gros, c'est fait pour accélérer la vitesse de votre site. Cloudflare sert à d'autres choses, ça ajoute une petite couche de sécurité supplémentaire contre certains types d'attaques. Et donc tout ça, c'est dans le même package. C'est Cloudflare. Cloudflare est un outil qui de base est gratuit, que tout le monde peut installer et paramétrer sur son site internet. Maintenant, c'est des petites manipulations techniques qui ne sont pas forcément excessivement compliquées, mais il faut comprendre ce qu'on fait. Et le pari, enfin l'offre d'Hostinger, c'est en fait pour une dizaine d'euros en une fois à vie, eh bien, d'acheter la possibilité d'intégrer extrêmement facilement, sans friction, sans vous poser de questions, Cloudflare à votre site WordPress. C'est ça qu'ils vous proposent. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant pour des gens qui ne sont pas techniques et qui ne veulent pas s'embêter à changer les serveurs DNS, ce genre de choses. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est acheter. Vous n'aurez pas ça parce que probablement vous n'aurez pas Cloudflare, donc il vous proposera de l'acheter. Donc encore une fois, c'est 11 euros, je crois, à vie, une fois à vie. Et ensuite, du coup, vous pouvez faire la manip avec moi si jamais Cloudflare vous intéresse comme service. Et moi, je clique sur configuration. Je laisse l'adresse mail et le nom du site. Je fais installer Cloudflare. Une fois que Cloudflare a été activé, donc vous arrivez sur cette page. Donc il est possible que vous ayez la même petite notice juste ici, comme quoi il vous faut attendre quelques heures. Et ensuite, donc pour activer Cloudflare, il faut bien activer juste ici, état du service, et vous cochez. Et vous pouvez laisser les réglages par défaut. Si jamais votre sous-domaine est concerné, si vous voulez, vous pouvez cocher juste ici votre sous-domaine. Pour la majorité d'entre vous, vous n'aurez pas de sous-domaine, donc vous pouvez laisser les réglages par défaut. Cliquez sur sauvegarder et vous aurez activé Cloudflare. Et avec Cloudflare et Lightspeed, donc le système de cache Lightspeed, Cloudflare, vous aurez et quelques bonnes pratiques de votre site, pas trop d'extensions, peut-être que vous travaillez avec Gutenberg par exemple, là vous aurez un site très très rapide, même avec un hébergement mutualisé d'entrée de gamme comme ce que je vous propose. Et toutes ces petites options là, c'est en fait tout ça mis bout à bout qui fait que je vous recommande aujourd'hui Hostinger. C'est vraiment facilité d'utilisation et on ne sacrifie vraiment pas les performances de notre site, il y a possibilité d'avoir une véritable Rolls-Royce. Je descends. Ensuite, dans site web, on va avoir installateur automatique et on y est déjà allé plusieurs fois. Donc, je vous l'ai montré, c'est pour installer justement WordPress sur un ou plusieurs noms de domaine ou sous-domaine. Importer un site web, c'est pour importer un fichier que vous auriez créé avec une extension de sauvegarde par exemple qui va vous permettre d'importer tout un site qui a été déjà sauvegardé. Alors ça ne nous intéresse pas trop dans le cadre de ce tutoriel. Là si on descend, on a par contre migré un site web qui est intéressant.
Ça va vous permettre de faire une demande de migration aux équipes d'Hostinger si vous voulez qu'ils se chargent d'une migration de votre site d'un hébergeur à un autre. Dans ce cas, vous allez cliquer sur ajouter une demande et vous pouvez remplir tout un formulaire comme ça et donner des informations d'accès à vos différents comptes, tout ce dont ils ont besoin en fait pour pouvoir migrer votre site web. Si jamais vous avez des questions, n'oubliez pas que le chat en bas à droite est là pour ça. Je reviens en arrière. Ensuite, on a ici quelques liens qui sont probablement des liens partenaires vers différents outils ou services qui ne nous intéressent pas du tout. On referme ça et on ouvre Fichier. Fichier, qu'est-ce que c'est? On va cliquer d'abord sur compte FTP. On est déjà arrivé sur ces informations-là à un moment de compte FTP. On a aperçu une partie de ces infos quand on était dans compte et détails et je vous avais dit qu'on verrait ça plus tard. Votre site internet, en gros, il y a deux parties, deux grandes parties. Vous avez les fichiers d'un côté et la base de données de l'autre. Alors la base de données, vous avez un menu juste en dessous. La base de données, c'est quoi? C'est en fait l'endroit où vous avez toutes les données qui se présentent un peu sous la forme de grands fichiers Excel. Si vous voulez, c'est des grands tableaux avec tout un tas de cellules, tout un tas de données. Ces cellules sont rangées dans des tableurs en fait, hein. Et ces tableurs-là, qui sont plus ou moins grands, plus ou moins compliqués, contiennent toutes vos données. Et par données, j'entends vraiment les comptes, s'il y a plusieurs comptes WordPress, quel rôle ils ont, administrateur, éditeur, leur mot de passe, leurs identifiants. Vous avez un site e-commerce, donc ça va être par exemple le fichier commande, le fichier client. En fait, ça peut être un tas de choses. Ça peut être vous avez un blog, l'article de blog, eh bien le contenu de l'article. Ça peut être une case, vous avez les commentaires dessous, tout ça c'est le contenu, les données à proprement parler. On parle souvent de data en anglais. Toutes ces fameuses data sont dans une base de données, c'est toujours rangé dans une base de données, dans des tableurs. C'est rangé dans plein de tableurs et ça vous y avez accès via la base de données juste ici et via notamment un logiciel assez connu qui s'appelle PHPMyAdmin. C'est un logiciel qui vous permet simplement de visualiser toute cette base de données, de pouvoir vous balader dedans, farfouiller, faire des modifications et évidemment pour les plus avancés d'entre nous, manipuler directement le langage informatique qui sert à ces fameuses bases de données, qui s'appelle MySQL, qui est un autre langage que le fameux PHP. C'est un langage pour les bases de données. Ça, c'était pour défricher un petit peu ces notions-là. Maintenant, ça c'est l'une partie. L'autre partie qui complète la base de données, ce sont les fichiers. Ce sont les deux grandes parties d'un site web en fait finalement. Les fichiers, c'est quoi? C'est en fait votre site internet finalement, c'est rien de plus qu'un ensemble de fichiers dans des sous-dossiers, dans des sous-dossiers, dans des dossiers. Tout ça c'est rangé, plein de dossiers et de fichiers et ça constitue toutes les pages, les articles, les produits d'une boutique. Tout ça, ce sont des fichiers dans des dossiers, etc. Donc votre site WordPress aujourd'hui, vous y avez accès via l'interface WordPress. Donc vous vous connectez /wp-admin et vous vous connectez et vous avez accès à une interface, on va dire no code, sans coder, où vous pouvez faire tout un tas de manipulations et gérer tout votre site. Mais évidemment, si demain vous avez par exemple un problème sur WordPress et que vous n'arrivez plus à accéder à votre site via l'interface admin, en fait, vous avez toujours accès à votre site. Évidemment. Comment vous y avez accès? Via justement les fichiers, c'est-à-dire vous avez accès à votre site pour de vrai, non pas via une interface qui vous mâche le travail et qui vous permet d'installer facilement des extensions, des plugins, des machins. Vous y avez accès simplement en accédant carrément au dossier avec les fichiers rangés dedans, etc. Qui est évidemment toute une partie qui reste relativement incompréhensible pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, parce que on n'est pas des développeurs WordPress, voire pas codeurs du tout. Une grande partie d'entre vous connaissent même pas les langages de base pour un site internet que sont HTML et CSS et c'est pas grave. Mais en tout cas, tout ça, tout ce qu'on appelle le code en fait à proprement parler, les pages qui sont codées, le fameux PHP, le HTML, CSS qui sont les langages pour créer un site, tous ces trucs-là en fait, ce sont dans des fichiers. De la même façon que vous avez des points doc, vous écrivez du texte, vous l'enregistrez dans un document que vous allez appeler un point doc ou un point docx ou un point PDF ou point ce que vous voulez, eh bien pour un site internet c'est du point PHP, point HTML, point CSS, c'est que des choses comme ça. Et ces fameux fichiers, qui sont des documents, faut bien qu'ils soient quelque part. Et c'est ça votre site internet. Même si vous ne passez pas par là. Donc ces fameux fichiers, vous y avez accès via Hostinger dans le menu qui s'appelle Fichiers ici. Et vous avez ce qu'on appelle les gestionnaires de fichiers. Ce qu'on appelle aussi souvent les accès FTP. Ces accès FTP sont les accès qui vous permettent d'accéder réellement à votre site internet avec tous les dossiers, les fichiers. Donc si tout ce que je vous ai dit n'était pas forcément très clair, on va regarder ensemble à quoi ça ressemble réellement votre site internet. On va juste jeter un œil. Le but, c'est pas vraiment de passer beaucoup de temps dedans, mais au moins vous comprendrez vraiment c'est quoi votre site internet.
même si vous continuez d'utiliser WordPress, qui est un outil qui est fait justement pour faciliter la création d'un site. Donc, vous avez plusieurs gestionnaires de fichiers ici. Vous en avez un en bêta ici. Ils ont plusieurs versions, donc c'est la même chose. Donc, on va cliquer sur bêta ici. Et on va arriver et être directement connecté à notre gestionnaire de fichiers qui va nous permettre d'accéder à notre site. Donc, on y est. Donc là, on est dans le gestionnaire de fichiers. Et si je clique ici dans le dossier qui s'appelle public HTML, là, je clique dessus. Et ici, bah regardez, j'ai mon site internet. En fait, mon site internet, il est là. Et c'est ça. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a créé un sous-domaine dans notre exemple. Et dans ce sous-domaine, c'était boutique. Et on pouvait créer un répertoire dédié. Je vous ai dit de le faire parce que c'est beaucoup plus simple, mieux organisé d'avoir un dossier vraiment pour votre sous-domaine boutique. Donc là, vraiment, si je clique sur boutique, on retrouve encore la même chose que si je reviens en arrière. Je reviens en arrière, il y a les dossiers, la WP Admin, Content, Include, HT Access. Si je clique sur boutique, pareil, Admin, Content, Include, HT Access, c'est la même chose parce que c'est un autre site à part entière. On a créé un autre site et on l'a rangé à l'intérieur du site parce que c'est un sous-domaine, mais voilà. Hop, si je reviens à la racine, on a donc notre sous-domaine ici. Mais sinon, globalement, votre site internet, il est là. Vous avez plein de fichiers ici qui sont, comme je vous ai dit souvent, en .php, qui est vraiment le langage de WordPress est codé comme ça. Vous avez des fois du .html, et puis si on fouille bien, vous allez trouver du .css, etc. Et d'ailleurs, pour s'amuser, sans passer beaucoup de temps ici, bien sûr, mais pour s'amuser un petit peu, je peux vous montrer où est-ce que vous trouvez vos plugins et vos thèmes. Si je vais dans WP Content, le dossier ici, je double-clique. Et ici, regardez, j'ai plugin ou encore thème. Donc si je clique dans plugin, eh bien j'ai tous les plugins qui sont installés. Ils sont tous là. Et si demain vous voulez installer un plugin manuellement, qu'est-ce que c'est manuellement? C'est en fait un glisser-déposer du dossier de votre plugin directement ici. Vous le prenez sur votre ordinateur, vous l'avez téléchargé par exemple sur wordpress.org, vous installez, vous glissez-déposez le dossier du plugin ici et vous avez installé un plugin manuellement. Si vous allez dans WordPress, après vous allez le voir dans vos plugins installés. De la même façon, si ici je supprime avec un clic droit et supprimer par exemple un plugin, eh bien j'ai supprimé un plugin. Donc si demain vous avez un problème en fait dans votre site WordPress, vous pouvez tout à fait venir ici et supprimer manuellement un plugin. Alors il y a une façon de désactiver aussi les plugins sans les supprimer, ça peut être de les renommer. Si je fais un clic droit et que je fais renommer et que je le renomme n'importe comment, donc si je mets ça ou que je mets petit 1 par exemple, le fait de faire ça, ça va désactiver les plugins aussi. Si vous voulez, comme ça ensuite, vous pouvez très simplement les réactiver en revenant, en renommant le dossier. Vous enlevez le petit 1 et ça va le réactiver normalement. Donc voilà. En tout cas, vous avez tous vos plugins ici et vos thèmes juste ici dans le dossier thème. Pareil, vous pouvez les glisser, déposer de la même façon. Donc voilà, en fait, vous retrouvez votre site internet, tout votre site WordPress que vous pouvez gérer juste ici manuellement. Donc ici, c'est ce qu'on appelle l'accès FTP de votre site. C'est quand vous passez via un gestionnaire de site. C'est-à-dire que là, je vais fermer ça. Soit vous utilisez, vous passez par Hostinger, vous avez un gestionnaire de fichiers comme ça et vous utilisez donc celui-là ou celui-là. C'est deux interfaces différentes mais pour faire la même chose. Soit vous utilisez un logiciel spécialisé qui sert justement via vos identifiants de connexion FTP qui sert à accéder à votre site internet de la même façon que vous le faites par ici. Donc des fois, on pourra vous demander, si vous placez par une plateforme sur 5euros.com pour leur demander de débugger votre site parce qu'il y a un problème, vous pensez que vous avez un virus ou quelque chose, on vous demande vos accès FTP parce qu'il en a besoin justement peut-être pour enlever le virus, pour regarder ce qui ne va pas, etc. Eh bien en fait, ces informations-là, vous les avez ici. Je suis dans Fichier, compte FTP et il va vous demander toutes les infos qui se trouvent ici. Nom d'hôte, nom d'utilisateur, le port, et le mot de passe. Et le mot de passe, si vous ne le connaissez plus, eh bien vous pouvez le modifier très simplement ici. Vous cliquez ici sur modifier le mot de passe, vous le modifiez et ensuite, une fois que vous l'avez modifié, vous le sauvegardez, en tout cas vous le donnez à la personne qui vous le demande, si ce n'est pas pour vous, et vous donnez en fait toutes ces infos-là qu'on retrouve également dans compte et détails. Ici, on a détails de téléchargement de fichiers et les fameux accès FTP. C'est les mêmes infos. Et quand je clique sur changer le mot de passe ici, tout à l'heure, je n'ai pas été très clair, mais du coup, c'est la même chose, encore une fois, c'est pour modifier le mot de passe de ce que je viens de vous expliquer. Et donc tout ça, eh bien, ça sert à la même chose. Donc vous voyez bien qu'effectivement, quand vous êtes connecté à Hostinger, vous n'avez pas forcément besoin de toutes ces infos FTP. En passant via un autre logiciel, etc., vous pouvez juste aller ici et le résultat est le même. Vous gérez vos fichiers, vous modifiez ce que vous voulez, etc. Donc le logiciel le plus courant de gestion
pour accéder à votre site via FTP, c'est un logiciel qui s'appelle FileZilla, qui est gratuit, que vous pouvez télécharger dès maintenant si vous voulez pour l'installer sur votre ordinateur. Voilà. Donc maintenant, vous comprenez peut-être un petit peu mieux juste c'est quoi un site internet et comment vous pouvez toujours accéder à votre site même quand vous avez un problème WordPress, puisque vous ne pouvez pas ne pas accéder à votre site, puisque c'est juste des dossiers, des fichiers. Vous pouvez tout le temps y accéder, même quand il y a des virus, même quand c'est la fin du monde, vous pouvez y accéder via là en fait, tout simplement. Donc ensuite, ça va vous permettre d'être plus résilient peut-être face à certains problèmes et de mieux comprendre globalement comment tout ça, ça fonctionne. Ensuite, la base de données, mais on n'y va pas du tout. On va laisser ça de côté. Et puis ensuite, dans Avancé, vous avez l'éditeur de zone DNS. Donc si je clique dessus, la zone DNS, c'est encore quelque chose à part entière qui peut être plus ou moins compliqué. En tout cas, c'est un peu impressionnant la première fois qu'on arrive. On ne va pas s'attarder là-dessus. Sachez que si on vous demande, si on vous parle un jour de zone DNS, elle se trouve là. Et c'est notamment ici que vous allez pouvoir faire des petites manipulations. Donc vous allez modifier 2-3 bricoles qui vont vous permettre de faire en sorte, par exemple, si vous avez un nom de domaine dans une entreprise ailleurs, par exemple chez OVH, et que vous avez un site chez Hostinger, eh bien vous pouvez garder votre nom de domaine chez OVH et votre site chez Hostinger et faire le lien entre les deux. Vous pouvez, en fait, ça peut être dans deux entités séparées et faire le lien entre les deux. Et donc, tout ce que vous avez à faire, c'est pointer le nom de domaine chez OVH vers le site web chez Hostinger. Ce genre de cas de figure pour faire des manipulations, en fait, ça prend 2-3 clics dans ces espaces-là. C'est pas très compliqué en réalité. Il faut juste savoir quoi faire, hein, j'en ai conscience. C'est pas évident non plus forcément la première fois. Je ferai sûrement une vidéo exprès pour faire ça. Du coup, vous allez ici dans l'éditeur de zone DNS et vous allez modifier ici en fait, notamment avec certaines infos qu'on a aperçues avant dans compte et détails. Vous aviez ici l'adresse IP du serveur. Et cette info-là, en fait, vous allez la glisser au bon endroit dans la zone DNS chez OVH, puisque dans mon exemple, j'ai dit que c'était OVH, là où il y a le nom de domaine. Vous allez lui donner l'adresse de votre site. Vous allez rentrer ça dans les bons endroits dans la zone DNS. Et comme ça va faire le lien entre les deux. Et puis, ça marchera, même si vous avez votre nom de domaine quelque part et votre site autre part. Voilà, donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire avec la zone DNS. Globalement, on ne va pas s'attarder sur ces infos-là. On va descendre, on va regarder configuration PHP. Configuration PHP, ça va nous permettre de faire ce que j'ai décrit un peu plus tôt en début de formation, donc changer la version PHP de votre site. Donc vous allez pouvoir le faire juste ici, donc vous vous mettez sur le bon site internet, celui qui vous concerne, et vous pouvez changer et mettre à jour dans une version plus récente. Donc globalement, les versions PHP, c'est pas compliqué, vous voulez être ni le dernier ni le premier en général. Donc là, par exemple, 7.3, c'est un minimum. Si vous êtes en dessous, vous risquez d'avoir des problèmes. Il y aura des problèmes de compatibilité avec certains plugins ou thèmes, ou surtout des plugins, où ils seront plus compatibles avec 7.2, etc. Ça peut arriver. Vous pouvez ne pas avoir de problème pendant très longtemps, mais en général, tôt ou tard, le couperet finit par tomber. Il faut mettre à jour votre version PHP régulièrement, mais comme je l'ai dit plus tôt, régulièrement, ça peut être une fois par an, c'est bien. Donc, une fois par an, quand vous y pensez tous les X mois, une fois par an ou un peu plus, vous venez un jour ici dans Avancé configuration PHP, vous changez, vous passez, là moi je peux le faire en 8.0 parce que je m'en fiche, c'est un site démo, j'aurai jamais de problème, il n'y a rien d'installé dessus. Mais 8.0, comme c'est la toute dernière version, je ne vous recommande pas de le faire, je vous recommande de toujours patienter un petit peu. Quand il y a une nouvelle version, vous attendez quelques mois avant de faire la mise à jour pour être sûr que tout soit compatible. Vous venez ici dans tous les cas, vous faites un petit changement, vous faites mettre à jour. Confirmer. Voilà, version PHP mise à jour. Donc c'est pas plus compliqué que ça, ma mise à jour elle a été faite, c'est aussi rapide que ça, mais c'est vraiment essentiel. Si jamais vous êtes dans une ancienne version de PHP, si je coche ici, on voit toutes les versions et il peut arriver notamment qu'on tombe sur des vieux sites WordPress qui sont très mal maintenus et qui sont dans une vieille version de PHP, une version 5 par exemple, 5 quelque chose. Là, c'est clairement un problème et vous allez forcément avoir un problème à un moment ou à un autre. Peut-être que vous ne faites jamais aucune mise à jour pour essayer d'éviter les problèmes, mais si vous ne faites jamais aucune mise à jour, vous finirez par avoir un problème de sécurité. De toute façon, il y aura forcément un problème, c'est une version obsolète, 5 points quelque chose. Ne restez jamais dans une version 5. Passez dans une version 7 et d'ailleurs maintenant aujourd'hui, vous avez même des problèmes quand vous êtes en version 7.2. Vraiment, le minimum pour le moment, c'est la version 7.3. Vous pouvez passer en 7.4 sans problème et vous pouvez passer en 8.0 par exemple fin 2021 par exemple, ça pose aucun problème. D'ailleurs, je ne sais même plus quand elle est sortie exactement, mais il est probable que pour beaucoup de sites, ça pose aucun problème dès aujourd'hui de passer en 8.0. Mais sinon, faut vérifier, mais au plus tard, fin 2021, vous pouvez passer en version 8.0, tout sera compatible, il n'y aura pas de souci.
Voilà. Et vous faites mettre à jour la version que vous voulez. Ça, c'est pour la version PHP de votre site WordPress. Pensez à ça. C'est des gains à la fois de performance, de sécurité, de tranquillité. Vous devez faire vos petites mises à jour PHP. Vous voyez que c'est très rapide, très simple. Et ensuite, ce que je peux vous montrer ici, c'est PHP Options. PHP Options va vous donner accès à différentes variables PHP. Donc, comme ce sont des notions plus avancées, là aussi, je ne m'attarde pas dessus. Mais si vous êtes webmaster, sachez que vous pouvez rencontrer un jour des petits soucis. Par exemple, on vous dit qu'il n'y a pas assez de mémoire PHP allouée à votre site WordPress. On va vous demander d'augmenter la mémoire pour certains plugins, dans certains cas de figure. Ben, vous pouvez venir ici, dans configuration PHP et PHP options. Vous descendez, vous voyez que vous avez accès à plein de variables PHP. Ça peut être, c'est des valeurs différentes c'est pour des choses différentes. Mais nous, ce qui nous intéresse dans mon exemple, c'est ici. Memory limit. Si vous venez ici, que vous vous rendez compte que vous êtes en 128 mégas, eh bien vous venez ici et vous passez en 256 ou 512 pour allouer plus de mémoire à votre site WordPress. Et certains outils comme par exemple Elementor se porteront beaucoup mieux si vous allouez plus de mémoire à votre site. 64 ou 128 par exemple, ça ne va pas. Il faut pousser un petit peu. Voilà. Donc mémoire elle est juste ici et puis vous avez d'autres variables dont vous pouvez modifier les valeurs ici. Globalement, je voulais juste vous montrer que tout ça, ça existe. Si jamais vous rencontrez tout ça, notez juste que vous avez accès à toutes ces variables PHP dans PHP Options ici. Voilà. Ensuite, le reste, ça devient un petit peu avancé. Je vais juste vous montrer pour terminer gestionnaire de cache et on aura terminé. Le tâche cron, c'est trop avancé. Accès SSH, c'est encore autre chose. JIT, DCCL, tout ça, donc ne nous intéresse pas. Dernière chose, donc le gestionnaire de cache ici, qu'est-ce que c'est? C'est un système de cache côté serveur et non pas directement sur votre site. Il peut y avoir plusieurs niveaux de cache. Vous avez ces fameuses extensions de cache qui ajoutent un système de cache au niveau de votre site. Vous avez des systèmes de cache côté serveur carrément, qui mettent en cache des éléments vraiment côté serveur, donc du PHP ou des choses comme ça. Donc, pareil, nos prises de tête, je ne voulais pas rentrer forcément toujours dans des détails trop techniques. Dites-vous simplement que c'est une très bonne idée de l'activer ici. Vous faites activer. En général, le cache, vous en préoccupez pas. De toute façon, vous créez votre site internet au début. Une fois que votre site il est en ligne, il est lancé, vous venez ici dans Hostinger, avancé gestionnaire de cache et vous activez le cache côté serveur ici pour Hostinger. Et normalement, il est purgé. Voilà, ça est vidé toutes les 30 minutes. Vous pouvez le purger manuellement, mais il est vidé toutes les 30 minutes, donc vous n'aurez pas de problème particulier. Ça va accélérer la vitesse de votre site là aussi. C'est tout ce qu'il y a à comprendre ici. L'intérêt, c'est juste de l'activer. Il est désactivé par défaut, donc activez-le et votre site sera plus rapide. Et ensuite, si je regarde en bas, dans Autres, il n'y a rien qui m'intéresse ici. Dernière chose avant que je n'oublie, on a également le sous-menu ici, donc vous avez les sauvegardes. Et c'est important les sauvegardes. Donc, c'est assez con, hein. De toute façon, vous avez les deux parties. On en a parlé juste avant. Je vous ai dit qu'il y a les fichiers d'un côté et la base de données de l'autre. Donc, idéalement, quand vous aurez cette option-là pour tout restaurer d'un coup en un clic, vous préférerez cette option-là. Mais en attendant, c'est bel et bien séparé. Puisqu'effectivement, il peut y avoir plein de cas de figure où on veut restaurer seulement l'un et pas l'autre. Donc, les sauvegardes de votre site, c'est ici. Vous pouvez générer une sauvegarde manuellement ici. Donc là, pour l'instant, je n'ai rien du tout parce que le site est tout neuf. Donc, si jamais vous avez un problème, vous pouvez de base restaurer les deux, c'est-à-dire faire d'abord l'un puis l'autre, un fichier et base de données. Vous restaurez les deux à une version la semaine dernière ou la semaine d'avant, ou quotidienne si vous avez des sauvegardes quotidiennes. En général, si vous avez un problème de bug ou quelque chose, la plupart du temps, ce que vous voulez restaurer ou là où vous voulez revenir en arrière, c'est simplement la sauvegarde de fichiers, plus que la base de données. Donc, privilégiez d'abord de la restauration de vos fichiers et du coup, vous voyez ensuite ce qui se passe. Et si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez faire les deux, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais dans tous les cas, en priorité fichiers. Et tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur sélectionner et vous aurez les différentes sauvegardes qui se trouvent là, qui sont listées. Et vous pourrez restaurer la sauvegarde qui vous convient, enfin, celle dont vous avez besoin. Voilà, donc les sauvegardes, c'est juste ici. Et avec ceci, on a fait le tour de cette formation consacrée à Hostinger. Il y aura d'autres vidéos qui viendront en complément, notamment sur Lightspeed Cache et le paramétrage de ce plugin de cache, et je parlerai des caches en général. Je parlerai probablement de un ou deux autres plugins. On parlera de tout ce qui est CDN, notamment quand on l'a un petit peu évoqué avec Cloudflare, mais on en reparlera. Je ferai des vidéos dédiées à toutes ces choses-là, mais toujours est-il que vraiment pour Hostinger,
On a fait le tour de l'interface et on a vu quasiment tout. Quand c'était trop technique, je ne suis pas rentré dedans. Je voulais que ce soit une formation quand même pour le plus grand nombre, même si on a pris notre temps. Donc si ça vous a été utile, n'hésitez pas à liker la vidéo pour encourager mon travail et cette chaîne. Et puis si vous avez une question, l'espace commentaire, il est là pour ça, donc n'hésitez pas. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi, il y a des liens en description qui vous amèneront vers un catalogue de formation WordPress. Donc n'hésitez pas, jetez-y un œil. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo WordPress. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Comme ça, vous serez notifié de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.